Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si tu es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 68e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre The Bank on Yourself Revolution, écrit en 2016 par Pamela Yellen. C'est un livre un peu différent d'habitude qui nous amène vraiment ailleurs et qui présente une stratégie qui, selon l'auteur, permet de battre les marchés boursiers en n'ayant quasiment aucun risque, aucune volatilité. Donc, j'étais avec un souper avec des amis il y a quelques semaines, en fait quelques mois, et en fin de soirée, il y a un de mes chums qui sait que j'ai le podcast, qui me prête un livre et qui me demande ce que j'en pense. En fait, il m'a présenté la stratégie verbalement, puis j'ai dit ça a l'air trop beau pour être vrai. Il m'a prêté le livre, puis j'ai dit que j'allais le lire. Donc, je l'ai lu, puis pendant la lecture du livre, j'ai été vraiment shaké entre la pertinence de la stratégie qui est proposée. Elle est pertinente, vous allez voir, mais aussi mes doutes quant au ton qui est emprunté dans le livre, puis avec ce que j'ai lu sur Internet. Donc, bref, ce que je vais faire aujourd'hui, dans les 3 premiers points de synthèse, je vous présente le quoi, le pourquoi et le comment de la stratégie. Je vais tenter de rester neutre pour ces 3 points-là, même si je fais quelques ajouts ici et là. Et dans le 4e point, je vais me positionner davantage, donc c'est quoi mon opinion par rapport à la stratégie. Et au point 5, je vais présenter l'exemple concret avec les chiffres d'une personne qui souhaite utiliser cette stratégie-là. Donc le premier point, c'est quoi cette révolution-là? C'est quoi la stratégie proposée dans le livre? Donc la stratégie proposée par Pamela Yellen a survécu et a offert du rendement pendant toutes les périodes économiques pour plus de 160 ans. Donc là, ici, j'ajoute un petit commentaire. C'est le cas aussi pour la bourse si on accepte la volatilité. Donc, en 160 ans, on peut tous dire que la bourse a livré des rendements. La différence, c'est que dans la stratégie qu'elle propose, elle dit que même dans les cracks boursiers, cette stratégie-là a continué d'offrir du rendement, contrairement à la bourse. Donc, il y a beaucoup moins de volatilité. L'auteur dit que c'est donc une façon de sécuriser l'avenir de votre famille sans être à la merci du climat économique, des banques ou de Wall Street. La stratégie, c'est quoi? C'est un Dividend Paying Whole Life Insurance, donc une assurance vie permanente avec dividende. Elle dit que c'est pas celle rabaissée par tout le monde, c'est plutôt un type d'assurance vie permanente avec dividende qui propose des rendements 40 fois supérieurs aux autres et des frais de 50 à 70% moins élevés qu'avec d'autres produits. Elle dit que c'est pas une façon de s'enrichir rapidement, qu'il faut être patient, que si on cherche du 12 à 20% de rendement, mais c'est pas une stratégie pour nous. On va le voir plus en détail un petit peu plus loin, là, mais rapidement, il y a comme 3 volets dans cette stratégie-là. Vous avez un montant garanti à la fin qui est votre assurance vie, donc au décès, exemple 1 million. Vous avez une cash value qui appelle, désolé pour les termes anglais, là, mais j'ai pas trouvé toutes les traductions libres. Donc vous avez une cash value, c'est un montant d'argent que vous allez construire avec les années. Et ce montant-là, vous allez le perdre si vous mourrez, mais vous allez pouvoir en profiter pendant toute votre vie pour emprunter de l'argent à très peu de frais, au lieu de faire des emprunts, exemple, sur une marge hypothécaire ou à la banque. Et le 3e aspect de la stratégie, c'est qu'il y a des dividendes. Donc, vous allez recevoir des dividendes, sauf que ces dividendes-là ne sont pas garantis, alors que les montants de votre cash value et de votre debt benefits, donc de l'argent que vous allez recevoir à la mort, sont garantis. Donc, comme toute assurance, vous avez un premium qui appelle donc un montant fixe à payer qui va jamais augmenter. Donc, vous devez payer, exemple, $600 par année, mais ça va toujours être $600 par année. Les frais de gestion et tout ça autour sont garantis et peuvent pas augmenter sans aucune raison. Dans la stratégie qu'elle propose, donc de Bank on Yourself, il y a certaines compagnies ciblées, donc elle dit qu'il faut pas faire affaire avec n'importe quelle compagnie, mais les compagnies ciblées, c'est les personnes qui ont les policies, donc qui ont les contrats d'assurance, qui sont propriétaires de la compagnie, et ils se séparent les profits, donc ils se séparent les dividendes. Donc les dividendes, comme j'ai dit, sont pas garantis, mais elle dit que les compagnies proposées dans sa stratégie ont respecté le dividende pendant au moins les 100 dernières années au moment d'écrire le livre en 2016.
Donc, en gros, c'est une assurance vie permanente que je vous disais que c'était peut-être pas le plus avantageux par rapport à une assurance vie temporaire. Mais le produit proposé, c'est une assurance vie permanente qui vous permet en même temps de profiter de dividendes pour grossir le montant que vous allez laisser en héritage ou que vous allez utiliser à votre retraite. On va voir ça plus loin. Et vous avez, pour moi, l'aspect intéressant, c'est que vous avez un cash value sur lequel vous pouvez emprunter de l'argent et le rembourser à votre rythme. Tout ce que ça fait, exemple, si tu es rendu avec 500 000 $ de cash value, vous allez voir les montants grossissent assez vite plus tard là, avec l'exemple, mais vous construisez un cash value de 500 000 $ et vous avez un debt benefits, donc un bénéfice à la mort de 1 million. Donc vous avez deux montants. Si vous mourrez, vous donnez 1 million à vos enfants puis à votre conjointe ou votre conjoint, mais pendant toute votre vie, vous pouvez emprunter sur le cash value. Donc exemple, dans 5 ans, vous êtes rendu à 120 000 $, vous pouvez emprunter 80% du montant de 120 000 $ pour acheter un immeuble à revenu, acheter une voiture ou quoi que ce soit, payer une rénovation. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux rembourser ce montant-là à ton rythme. Si tu payes pas ta dette, par contre, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a aucun problème, ça les dérange pas, mais ça va aller gruger ton bénéfice, ton dette bénéfice, là, donc la prime à la mort. Je précise le fonctionnement plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est que l'argent que tu vas sortir de ton cash value va continuer à grossir même si tu le retires. Donc, exemple, ton cash value est de 100 000 $, tu retires 80 000 $ pour acheter un immeuble à revenu. Ton 80 000 $ est quand même encore dans ton cash value. Donc, il continue de fructifier tant et aussi longtemps que tu l'as dans ton compte à toi, mais tu peux le rembourser à ton rythme. Donc, même si tu le rembourses jamais, il continue à fructifier, mais les intérêts que tu dois vont aller gruger ta prime à la mort. Donc, on discute de ça plus loin. Je voulais juste que vous compreniez les grandes lignes tout de suite. Les montants investis, donc les premiums, les montants que vous payez chaque mois, vont permettre de faire grossir votre cash value tranquillement. Donc, un jour, la croissance va être plus grande que ce que vous mettez chaque année. Donc, si tu mets 6 000 $ par année, un jour, ton cash value, ce que tu peux emprunter, va augmenter lui-même de plus de 6 000 $ à chaque année. Et ils disent que dès le jour 1, votre debt bénéfice, donc le bénéfice à la mort, est activé. Donc, exemple, le jour 1, tu as 1 million de debt benefit, ben, il est déjà là dès le jour 1. Donc, en gros, l'approche propose de prendre une assurance vie permanente avec des dividendes pour construire un cash value que tu peux emprunter, donc ça devient comme ta banque personnelle, et un debt benefits. Attention, vous devez faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, dont ceux qu'elle propose dans le livre et qu'elle reçoit une cote, là, vous comprendrez qu'elle a un avantage dans tout ça, parce qu'il y a plusieurs détails pour profiter de rendements vraiment plus élevés selon l'auteur, mais surtout d'une fiscalité non imposable. Donc, il y a des règles à respecter dans votre plan. Ici, je vous épargne les détails sur le podcast. Elle parle de Paid Up Addition Rider, de Term Rider, donc vous irez lire si vous voulez comprendre, mais c'est ce qui distingue la stratégie qu'elle propose des autres produits d'assurance vie permanente avec dividendes qui peuvent ressembler à sa stratégie. Il faut être prudent aussi lorsque vous empruntez sur votre cash value, c'est de l'argent facile d'accès sans trop de pénalités, mais si quelqu'un gère mal tout ça, il peut perdre tout le bénéfice qu'il peut laisser à ses proches à la fin, puis vous aurez alors perdu tout le bénéfice de l'approche proposée par l'auteur. Donc pour faire du pouce sur ça, vous pouvez emprunter sur votre cash value, donc votre banque personnelle que vous construisez au fur et à mesure. Selon mon chum de gars qui veut essayer cette stratégie-là, qui m'a prêté le livre, le taux d'emprunt est à 6,5%. Sur les sites internet que j'ai lus, on dit que le taux d'emprunt, l'intérêt que tu vas payer sur ton emprunt est environ 1% de plus que le dividende reçu. Mais ton montant continue de croître quand même, c'est ça qui est génial parce que tu peux le rembourser sans avoir affecté ta croissance. Donc ça équivaut environ, selon mes calculs, à un emprunt de 1 à 2%, ce qui est super raisonnable. Donc c'est comme si tu empruntais à la banque pour 1 ou 2% d'intérêt, ce qui est quand même incroyable. Ce que l'auteur dit, c'est qu'en plus, le remboursement des intérêts que tu fais, c'est du profit pour la compagnie d'assurance. Et puisque tu es actionnaire, en fait, tu es propriétaire, vu que tu as une police d'assurance, ça te revient en dividende ensuite. Donc, ce que tu payes en intérêt, tu te le payes un peu toi-même ensuite en dividende, selon l'auteur, au lieu de le payer à la banque. L'auteur montre un exemple aux pages 81 et 89 pour quelqu'un qui met 12 000 $ par année de paiement de 35 ans à 75 ans. Donc oui, la personne va devoir emprunter de 65 à 75 ans sur sa banque personnelle pour payer le 12 000 $ par année.
Donc, ça réduit un peu les gains de la stratégie, mais j'ai négligé ça dans le calcul qui suit, là. C'est important de noter dans cet exemple-là aussi que le cash value que je vais vous nommer, c'est juste pour vos emprunts. C'est votre banque personnelle. Si vous mourrez, ce qui reste à vos héritiers, c'est juste le debt benefits moins vos dettes, peu importe le montant de votre cash value. Bien sûr, il y a un avantage fiscal quand même avec le debt benefits parce que c'est non imposable quand tu le transfères à tes héritiers. Donc, je vous compare les rendements. J'ai comparé le rendement de la stratégie ici avec le rendement du marché boursier. Je vais faire le même travail à la fin avec les chiffres de mon chum, mais je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler. Après 15 ans à mettre 12 000 $ par année dans la police d'assurance, tu es donc rendu à 50 ans, tu as commencé à 35 ans. Ton cash value, donc la banque personnelle sur laquelle tu peux emprunter des montants pour acheter des immeubles ou des voitures ou peu importe, là, bref, ta banque personnelle à toi que tu n'as rien à demander, tu fais juste demander l'argent puis tu la reçois. Donc, tu peux emprunter 80% de ce montant-là, je le rappelle. Donc, ton cash value après 15 ans est à 230 000 $. Donc, tu as une possibilité d'emprunter 80% de 230 000 $ que tu dois rembourser par la suite. Sinon, ça va aller gruger ton debt benefit. Ta prime à la mort, j'appelle ça de plein de noms différents, là. Ça va être prime à la mort jusqu'à la fin, OK? Ta prime à la mort est de 757 000 $. Donc, après 15 ans, tu as 230 000 $ de cash value, tu as 757 000 $ de prime à la mort. Si tu avais investi sur le marché boursier à 8% de rendement dans des actions, tu serais à 373 000 $. Si tu as un portefeuille 50-50 à 5% de rendement, tu es plutôt à 287 000 $. Et un portefeuille sécuritaire à 2%, tu es à 224 000 $. Donc, entre 224 et 373 000 $ pour le marché boursier. Après 30 ans, donc tu es rendu à 65 ans, l'âge de la retraite, avec la stratégie Bank on Yourself, tu as un cash value, donc ta banque personnelle est rendue à 673 000 $ et tu as une prime à la mort de 1,3 million. Sur le marché boursier, si tu es 100% action, tu as un rendement, tu es rendu à 1,6 million, donc tu as un petit peu plus qu'avec la stratégie Bank on Yourself. Un portefeuille 50-50, tu es à 867 000 $ et un portefeuille sécuritaire à 2% de rendement, tu es à 510 000 $. Et enfin, à la fin, à 40 ans, à 75 ans, après 40 ans de police d'assurance, donc tu es rendu à 75 ans, tu as 1,1 million de cash value que tu peux emprunter et ta prime à la mort est à 1,6 million. Sur le marché boursier, tu aurais eu des rendements avec 100% action de 8%, donc tu serais rendu avec un montant de 3,7 millions. Avec un portefeuille 50-50, tu aurais 1,6 million et un portefeuille sécuritaire de 2%, tu aurais eu 755 000 $. En gros, c'était beaucoup de chiffres, là, je vous résume ça ici. La stratégie Bank on Yourself semble être gagnante après 15 ans. Donc, tu as 757 000 $ assurés pour tes héritiers pour un total de 1 million avec ton cash value, on va dire, là. Donc, tu peux en plus emprunter sur le 230 000 versus maximum 373 000 sur le marché boursier. Donc, après 15 ans, on est gagnant avec cette stratégie. Après 30 ans, ça se ressemble un petit peu plus. Donc, oui, on a 1,3 million de primes à la mort avec la stratégie et 1,6 million si on est 100% action, alors qu'on a plutôt 867 000 si on est 50-50. Mais il faut pas oublier que ce 1,6 million-là va être imposable. Donc, je dirais que la stratégie Bank on Yourself demeure gagnante après 30 ans parce qu'en plus, tu as le cash value de 673 000 que tu peux emprunter, ce qui te permet de toujours laisser fructifier ton argent au lieu de le retirer de ton CELI, mettons que tu as un achat à faire. Après 40 ans, donc rendu à 75 ans, donc il y a plusieurs variables possibles que j'ai pas calculées, là, mais c'est la fin des primes que tu as payées dans ton assurance. Le 100% action est gagnant avec 3,7 millions imposable par rapport aux 1,6 million de la stratégie d'assurance. Si vous avez un portefeuille 50-50, même après 40 ans, ça devient un peu plus serré parce que là, vous avez 1,6 million dans les deux stratégies, mais dans l'autre stratégie, vous avez toujours un cash value et un héritage non imposable. Donc, j'irai encore avec le Bank on Yourself dans ce cas-là. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
This episode is brought to you by Kia's first three-row, all-electric SUV, the Kia EV9, with available all-wheel drive and seating for up to 7 adults, with 0 to 60 speed that thrills you 1 minute and available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com/EV9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com/AI for all. This episode is brought to you by JLL. Get an insider view into the world of commercial real estate with JLL's podcast, Trends and Insights, the Future of Commercial Real Estate. Whether you're curious about making cities more sustainable, the evolution of office space, or AI opportunities, this podcast will help keep you a step ahead. Tune in for candid conversations with business leaders about the biggest trends impacting how we live, work, and play. Subscribe to Trends and Insights now at jll.com/podcast. Donc, ça semble être une stratégie adéquate, surtout considérant la volatilité boursière moindre et aucun travail à faire du tout. Tu n'as pas de placement, tu n'as pas de gestion. Et en plus, tu peux emprunter sur ton cash value. Je dois dire aussi que mon calcul néglige les intérêts sauvés grâce à un emprunt facile. Donc, si au cours de ta vie, tu as des emprunts à faire à 5-6%, alors que tu pourrais les faire à 1 ou 2% avec la stratégie Bank on Yourself, j'ai pas calculé ça dans mes calculs, justement. Même chose pour un fonds d'urgence de 6 mois. Donc, si ce fonds d'urgence-là peut être investi à la place et accessible au lieu de le garder dans un compte épargne, mais c'est aussi des petits rendements que j'ai pas calculés. Donc, jusque-là, ça semble pertinent comme stratégie. On va comparer tout ça avec l'exemple de mon chum à la fin pour voir dans la vraie vie ça peut ressembler à quoi. Donc, j'ai eu ces chiffres là, que son conseiller Bank on Yourself lui a partagé. Donc, on va voir le comment au point 3 aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place cette stratégie-là. Je voulais juste vous montrer rapidement avant à quoi ça pouvait ressembler. Donc, deuxième élément de synthèse, pourquoi mettre en place cette stratégie-là? Je dois dire que l'auteur joue beaucoup sur la peur pour justifier l'utilisation du modèle. Donc, au-delà de vanter les mérites de l'approche, je trouve qu'elle bâche à presque chaque chapitre sur l'approche traditionnelle en employant la peur. Donc, elle parle beaucoup de récession, de crise immobilière, et ça, c'est vraiment une approche que je déteste. Quand on utilise la peur, je trouve que c'est souvent pour essayer d'abuser des gens et en tirer profit. Donc, hey, t'as peur de ça? Viens me voir, moi j'ai la solution. À la page 15, elle suggère qu'il y a des rendements similaires dans sa stratégie par rapport au marché boursier, mais sans la volatilité boursière. Je dois avouer que rendu là dans ma lecture, j'en doutais, mais après avoir fait les calculs, je dois avouer que ça semble être vrai. Elle dit que sa stratégie d'assurance permanente avec dividende est mieux qu'une assurance temporaire parce que parce que les compagnies d'assurance savent que 99% des assurances vont finir avant que la personne meure, donc des assurances temporaires. Donc, vous payez dans le vide pendant toute votre vie pour ce type d'assurance-là, selon l'auteur, bien sûr. C'est pas mes propos. Je fais juste rapporter, j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes que c'était mieux peut-être le temporaire pour investir la différence. Elle dit cependant que la plupart des gens vont acheter des assurances temporaires et vont dépenser la différence. Là, je dois y donner que ça doit être vrai dans la plupart des cas. Avec la méthode Bank on Yourself, vos proches vont aussi profiter assurément d'un montant non imposable après votre mort, qu'elle arrive bientôt ou pas votre mort. Je dois nuancer ici, si vous vous empruntez 80% de votre cash value puis vous remboursez jamais, ça se peut que votre dette bénéfice, votre prime à la mort diminue et disparaisse aussi, donc il faut que vous soyez quand même stratégique dans votre utilisation de la méthode. Et elle dit aussi qu'il y a un avantage de retirer des montants pour la retraite sans aucune contrainte, de retirer trop tôt avec des frais ou de retirer trop tard, qu'il y a un avantage fiscal, qu'il n'y a aucun impôt si c'est bien ficelé avec votre conseiller, donc ça peut être avantageux aussi selon l'auteur. Elle dit que vous pouvez cotiser à une prime d'assurance à la hauteur de vos ressources. Elle dit que idéalement, c'est mieux au moins 250 à 300 $ par mois pour favoriser une bonne croissance, mais que ça peut être moins et qu'il n'y a pas de limite de maximum pour la prime. Je dis depuis tantôt que vous pouvez emprunter 80% de votre cash value
je vous comptais une menterie, c'est 85%, je viens de m'en rappeler. Donc, si votre cash value, comme on a vu plus haut, est, mettons, à 100 000 $, ben, vous pouvez emprunter 85 000 $ en quelques jours sans affecter la croissance de votre portefeuille parce que ce 85 000 $-là continue à croître dans votre police d'assurance. Vous devez rembourser ce montant-là selon le plan établi, mais comme j'ai dit, si vous manquez un paiement, c'est pas grave, entre guillemets. Mais si vous le remboursez pas, votre dette, votre prime à la mort, en fait, la dette que vous devez à la compagnie d'assurance va être enlevée de votre prime à la mort qui va être laissée en héritage à votre entourage. Il n'y a pas de détail des frais de gestion, ça me dérange un petit peu, mais ce qu'il dit, c'est que c'est tout inclus dans la bottom line. Donc, dans les montants qu'on vous montre dans votre stratégie, vous savez au jour 1 ce que vous allez avoir comme cash value et comme prime à la mort à chaque année. Il n'y a aucune cachette selon l'auteur et les frais sont déjà inclus dans ces montants-là, donc il n'y a pas de surprise. Donc, vous avez des montants finaux garantis et il y a des surplus potentiels avec les dividendes qui vont pouvoir être payés et que l'auteur dit qu'ils sont payés depuis 100 ans. Donc, on va voir les différents scénarios possibles dans l'exemple avec les chiffres de mon chum à la fin de l'épisode. Donc, je résume les 8 raisons du pourquoi qui sont données par l'auteur. Pourquoi vous devriez mettre en place la stratégie Bank on Yourself. 1. Les montants sont garantis et connus à la fin pour vos revenus de retraite. 2. Il n'y a pas de volatilité. 3. Tu es en contrôle lors de tes retraits pour la retraite. 4. Il y a des avantages fiscaux sur les rendements, un peu comme le CELI. 5. Les liquidités sont accessibles pour des urgences ou même des occasions uniques lors de crack boursiers. Donc, si, exemple, tu as 100 000 $ de cash value, il y a un gros crack boursier, tu peux emprunter 80 000 $, l'investir dans ton CELI sur le marché boursier et tu as un 80 000 $ qui est en train de fructifier à 2 endroits différents, ce qui est quand même intéressant. 6. Des frais déjà inclus dans les montants qui sont proposés à la fin, donc il n'y a aucune cachette. 7. Un héritage sans impôt. Et 8. Une paix d'esprit. Troisième élément de synthèse, comment mettre en place cette stratégie-là. Donc, je vous présente le processus que l'auteur présente dans son livre. L'étape 0, je dirais, que j'ai ajouté, c'est de trouver un conseiller certifié Bank on Yourself. Donc, tu peux aller sur leur site où il y a un formulaire à la page 265 du livre. Selon l'auteur, c'est primordial parce que sinon, ça peut briser toute la pertinence de la stratégie et vous allez vous retrouver avec une stratégie Bank on Yourself qui est pas efficace puis finalement, vous arrêtez mieux d'être sur le marché boursier. Ici, je nuance, là, est-ce que c'est seulement les conseillers qui reçoivent une cote, c'est pour ça qu'elle dit qu'ils sont meilleurs? J'ai pas vérifié, ça va être à vous de faire vos devoirs. Donc, étape 1. Votre conseiller va identifier vos buts à moyen et long terme et répondre à vos questions, donc comme tout conseiller d'assurance. 2. Il va vous faire parvenir un rapport personnalisé pour atteindre vos buts, donc avec les chiffres qu'on a vus plus haut. 3. Il va déterminer les montants possibles que tu es capable de placer à chaque mois. 4. Tu vas identifier avec ton conseiller le propriétaire de la police, donc ça risque d'être toi, le bénéficiaire et l'assuré. Donc, ces étapes-là, jusqu'à maintenant, là, ça ressemble pas mal à tout ce qu'on fait lorsqu'on prend une assurance vie. 5. Ton conseiller va te guider dans le choix de la bonne compagnie d'assurance selon tes besoins. 6e étape, ça va prendre 1 à 2 mois ensuite pour faire acheminer le tout auprès de la compagnie. Ça se peut que tu aies un test médical aussi à faire, mais il va être payé par la compagnie d'assurance. Étape 7, répondre aux questions de l'assureur s'il y en a. Étape 8, quand la police est acheminée, tu as 30 jours environ habituellement pour la réviser et l'accepter ou non. Si tu la refuses, ils vont rembourser ton premier paiement qui se faisait automatiquement. Étape 9, tu fais tes paiements chaque mois. Et étape 10, tu as une rencontre biannuelle avec ton conseiller pour réviser le tout, donc tu le rencontres 2 fois par année. L'auteur ajoute 4 dernières étapes, soit l'étape 11, faire des emprunts si tu en as besoin avec l'aide de ton conseiller, comme on a vu sur ton cash value. 12, elle dit que tu peux partir des nouvelles polices d'assurance selon tes besoins, soit pour tes enfants, pour ton entreprise, ta conjointe, etc., parce que c'est pas possible de changer une police en cours. Donc, si tu pars une police avec 6 000 $ par année pour tel montant de prime à la mort, c'est pas possible de la changer, tu dois en partir une nouvelle. Étape 13, tu peux prendre tes revenus de retraite quand tu vas être rendu là sur ta prime de mort. Donc, tu peux pas prendre tes revenus de retraite sur ton cash value. Et ton conseiller va t'aider à maximiser tout ça pour pas payer d'impôts sur tes retraites. Et la dernière étape, elle dit, c'est mourir et laisser un héritage sans impôt à tes enfants. Ça, j'ai mis ça dans mes mots, bien sûr. Donc, 4e élément de synthèse, ma prise de position.
Mon premier mot-clé pour aujourd'hui, pour cet élément de synthèse-là, c'est trop vendeur avec à peu près 30 points d'exclamation. Il y a vraiment des choses qui m'ont gossé sur le ton et l'approche qui est utilisée dans le livre et qui m'a plus fait douter qu'autre chose. Donc, je vous présente les principaux points qui m'ont vraiment gossé dans ma lecture de ce livre-là. D'abord, sur la première page du livre, il y a la carte d'un conseiller Bank on Yourself. Donc, on fait référence aussi à un formulaire à la fin et au site internet au moins 25 fois dans le livre. On comprend plus tard que l'auteur obtient une cote une fois que les conseillers reçoivent un client par l'entremise de son site à elle. Donc, on comprend un peu plus loin pourquoi on voit toujours ces mentions-là dans le livre. Ce qui fait très vendeur. Ensuite, il y a un suivi d'une vingtaine de témoignages à peu près dans le livre qui disent toutes que c'est la voie à prendre et la seule. Elle fait une dédicace à ceux qui utilisent cette méthode et elle dit que ce sont des héros qui l'inspirent. Je trouvais que ça faisait un peu comme une secte. Elle utilise beaucoup la peur, comme j'ai dit au début de ma synthèse, au lieu de se concentrer sur le positif de leur approche. Je trouve que c'est la même chose qu'en politique. Pourquoi tu te concentres pas à vanter tes choses au lieu de cracher sur tout ce qui se fait autour, comme si les autres approches ou les autres partis avaient absolument rien de bon à proposer? Je déteste ça. Pourquoi pas nuancer un peu ce type de propos-là? Bref. Elle frappe pas aussi juste sur le marché boursier, mais également sur tous les autres produits d'assurance proposés, sauf son produit à elle. Ce qui me gossait surtout, c'est que chaque fois qu'elle comparait les rendements de sa stratégie avec le SP500, c'était toujours entre 1999 et 2015, soit drette entre le début de la crise financière de 2000 et 2015 qui suivait la crise de 2008-2009. Donc après une période de 15 ans qui implique deux des plus grosses crises de l'histoire du marché boursier pour sortir ces comparatifs. Of course que les rendements moyens ont peut-être été de 2% sur le marché boursier pendant ces 15 années-là, puis sa stratégie 5 à 6%. Mais les calculs montrent que sur le long terme, c'est quand même plus profitable le marché boursier parce que tu profites aussi de hausses pendant des années plus profitables que 2000 à 2015. Est-ce que c'est plus volatile? Oui, mais ça dépend de ta stratégie. Et ce que je trouve dommage, c'est que les chiffres sont super bons. Ces rendements de sa stratégie, si c'est des vrais rendements, on va en parler plus loin, ben c'est très pertinent. Donc, pourquoi ne pas baser plutôt l'argumentaire sur c'est moins volatile, t'as une prime à la mort fiscalement avantageuse, au lieu de dire que les rendements sont meilleurs tout le temps, alors que ça, pour moi, c'est un mensonge. Même chose pour le prix des maisons. Elle montre les graphiques de 2006 à 2015, puis elle dit que ça descend. Donc, c'est pas fiable d'investir dans l'immobilier. On devrait plutôt investir dans Bank on Yourself, donc sa stratégie pour construire son actif net. Elle arrête son graphique en 2015. Bien sûr, le livre a été écrit en 2016, mais je pense que le graphique de l'immobilier, si on part de 2015 à 2024, monte pas mal en flèche. À la page 5, elle dit nous connaître en disant qu'on n'est pas stupide, qu'on n'est pas paresseux, puis qu'on recherche pas la magie, qu'on a juste été mal guidé. Elle nous flatte dans le sens du poil en disant que rien n'est notre faute. J'aime pas ça non plus, moi, cette approche-là, vendeur, bref. Elle dit qu'elle a investi dans 450 produits différents et toujours été déçue en pratique, même si c'est beau théoriquement. Elle nomme aucun de ces 450 produits-là. Elle a-tu essayé l'approche passive indicielle, notamment? Je me questionnais. Et dernier élément qui me gossait, ça fait tellement vente à la TV de produits inutiles que j'étais vraiment sceptique au début de ma lecture. Honnêtement, si ça avait pas été la suggestion d'un ami, j'aurais arrêté ma lecture drette là en commençant et je vous en aurais jamais parlé parce qu'elle parle des gourous financiers traditionnels qui nous poussent à investir dans notre REER sans réfléchir, mais je trouve que c'est plus elle dans son discours qui sonne comme une gourou. J'ai donc essayé après 15 pages de redevenir neutre et de continuer ma lecture et j'ai pas regretté puisque j'ai quand même trouvé ça confrontant et intéressant. Donc le premier chapitre commençait justement avec une citation qui disait que la plus grande forme d'ignorance c'est de rejeter quelque chose qu'on connaît pas et j'ai donc tenté de garder l'esprit ouvert comme un bon scientifique. Après avoir terminé ma lecture en tentant de rester neutre, je suis allé lire sur internet puis c'est une stratégie qui semble être très polarisante. En fait, il y a autant d'articles positifs que négatifs mais sont très peu nuancés là, c'est très soit des gens qui critiquent très fortement la stratégie ou d'autres qui l'encensent sans aucune nuance là. Donc, parmi les articles qui sont un peu plus gris, là, qui sont un peu entre les deux, ce que ça semble dire, c'est que c'est pas une stratégie miraculeuse comme on peut le laisser croire dans les livres ou dans les sites qui vendent cette stratégie-là, mais c'est pas un scam non plus comme d'autres veulent le laisser penser.
en gros, ce que je comprends, c'est que c'est une stratégie peut-être intéressante, mais est-ce qu'elle pourrait être combinée avec CELI, REER et régime épargne études enregistré? Pour moi, il faut peut-être pas que ce soit l'unique véhicule d'investissement et mettre toutes ses billes seulement dans cette stratégie-là. Donc, quand mon chum me dit qu'il était intéressé par cette stratégie-là, ce que je lui ai posé comme question, après avoir lu le livre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais si t'es pas content? Tu sais, mettons que ça fonctionne pas dans 5 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, les rendements, t'es pas rendu à cash value, il disait que t'allais avoir des dividendes de 4%, finalement t'en as pas eu, fait que ton cash value, puis ta prime à la mort augmente moins vite, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bonne question, je vais la poser à mon conseiller, mais il dit que les dividendes sont pas garantis. C'est comme dans d'autres types d'investissements. Si t'es pas satisfait du rendement, c'est quoi ton recours pour dire à une compagnie que ses dividendes sont pas assez payantes après 5 ans? Ce que j'ai dit, moi, je peux vendre un FNB si je suis pas content, ou je peux vendre une compagnie puis en acheter un autre. J'ai dit, dans ton cas, tu pourras pas changer de compagnie d'assurance. C'est donc un contrat à vie. Puis je pense qu'il faut que tu réfléchisses bien, puis que tu choisisses bien avant de t'y engager, parce qu'après 5 ou 10 ans, si tu décides de partir, tu perds ta prime à la mort. Donc, t'as payé pendant plein d'années dans le vide, même s'ils vont te rembourser ton capital, t'as perdu des années de rendement potentiel sur le marché boursier. Bref, moi, je suis checké dans la crise, donc c'est sûr que je le ferai pas, cette stratégie-là, parce que j'ai peur de tout mettre mes œufs dans le même panier. Mais quand mon chum m'a parlé de ça la première fois, j'ai dit que j'allais trouver plein de failles, et finalement, je n'ai pas trouvé tant que ça. Même si j'ai haï son approche sur la part, la seule faille majeure que j'ai trouvée, c'est que les dividendes sont pas garantis, puis si finalement t'es pas satisfait, tu trouves que c'est de la merde, puis tu veux t'en aller, tu perds beaucoup d'avantages que t'avais avec la stratégie. Moi, j'aime pas ça être menotté, mais pour moi, ça demeure quand même une option intéressante, peut-être pour mes enfants, une fois que mon CELI va être plein puis mon REER, peut-être pour mes petits-enfants plus tard, qui sait. Assurer leur assurabilité aussi, donc l'auteur dit justement que si t'as des enfants qui pognent un cancer à 15 ans, sont plus assurables, alors que les assurants très jeunes, donc les petits-enfants qui naissent, tu leur rajoutes déjà une assurance vie permanente avec dividende Bank on Yourself, ça leur permet premièrement de protéger leur assurabilité et rendu à 18 ans d'avoir un cash value qu'ils peuvent emprunter pour une mise de fonds de maison, une première voiture. Donc ça peut être intéressant pour moi, mais je sais pas encore, j'ai pas fait assez mes devoirs pour me dire que ça va être une stratégie viable pour moi dans le futur. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's OLLY.com. Hey there! Did you know Baker's always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Baker's app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Baker's today. Baker's, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details. This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a confronté dans ma vision d'investissement et qui a semé une graine qui avait peut-être une stratégie différente pour mes enfants ou mes petits-enfants dans le futur quand mes comptes fiscaux vont être pleins. 5e élément de synthèse, un exemple concret. Donc, comme je vous disais, il y a un de mes chums qui connaît quelqu'un de fiable. Donc, lui, il s'est fait recommander ce livre-là puis cette stratégie-là par un de ses mentors. Puis il dit qu'il lui fait confiance que c'est quelqu'un de fiable puis que cette personne-là utilise l'approche depuis 5 ans. Donc, je vais partir de l'exemple de mon chum qui a fait affaire avec un conseiller Bank on Yourself pour se faire construire un plan et je vais comparer son plan au marché boursier pour voir est-ce que ça revient un peu comme on a vu dans l'exemple du livre ou dans l'exemple du livre, c'était vraiment un exemple exceptionnel. En passant, mon chum me dit qu'il avait essayé avec des conseillers francophones, mais il y en a seulement 1 ou 2 qui sont reconnus donc au Québec et au Canada, donc il faut pratiquer votre anglais si vous souhaitez mettre en place cette stratégie-là. Il dit que la mécanique est un peu différente Canada, États-Unis, donc c'est pas exactement comme dans le livre qu'il faut s'informer avant.
Donc voici ses chiffres à lui selon différents scénarios. J'ai pris un scénario avec le dividende actuel, un scénario avec le dividende moins 1% et le scénario avec un dividende moins 2%. Donc vous allez voir le scénario idéal de la police d'assurance, mais également des scénarios un peu plus catastrophes si les choses ne se passent pas comme prévu. Donc mon chum a pris une police qui dure 64 ans, donc ça l'amène à 100 ans. Donc mon chum a 37 ans, donc ça l'amène presque à 100 ans. Oui, je comprends pas toutes les balises derrière ça, mais il y a un principe qui va continuer à faire fructifier sa prime, même s'il commence à faire ses retraits pour la retraite. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai arrêté à 62 ans, soit après 25 ans lorsque sa retraite va être à peu près là, où il est rendu dans ses montants d'argent. De l'an 1 à l'an 10, mon chum va investir 6100 $ par année dans sa prime d'assurance. Et de l'an 10 à l'an 64, il va investir 5179 $ environ dans sa prime d'assurance. Donc, après 10 ans, lorsque mon chum va avoir 47 ans et qu'il va avoir investi environ 61 000 $ dans sa prime d'assurance, si on y va avec la stratégie garantie, donc les montants garantis, mettons qu'il y a un dividende de 0%, il se retrouve dans son cash value, donc ce qu'il peut emprunter après 10 ans avec 16 000 $, donc il peut emprunter 85% de ce montant-là, et une prime de mort de 1 million de $. Toujours après 10 ans, donc à 47 ans, si on prend le dividende actuel, il se retrouve avec un cash value de 58 000 $ et une prime à la mort de 1,3 million. Le dividende moins 1%, c'est 56 000 $ de cash value et 1,2 million de prime à la mort. Le dividende moins 2%, il se retrouve avec 55 000 $ de cash value et 1,1 million de prime à la mort. Si il a investi pendant 10 ans sur le marché boursier avec un rendement estimé à 8%, donc 100% actions, il se retrouve dans 10 ans avec 103 000 $. Donc on est loin du 1 million à peu près avec la stratégie d'assurance, en termes d'actifs nets, je veux dire. Si tu as investi 50-50, donc 50% actions, 50% obligations pour un rendement moyen de 5%, tu es rendu à 87 000 $. Et si tu as investi dans un truc sécuritaire à 2%, tu es à 74 000 $ après 10 ans. Donc, après 10 ans, pour moi, la stratégie Bank on Yourself est plus avantageuse parce que dans ton actif net, tu as 1 million pour la retraite et l'héritage sans impôt à ton entourage. Et en plus, tu as accès à peu près à 50 000 $ de cash value pour emprunter si tu en as besoin. Alors que sur le marché boursier, on se retrouve avec un montant entre 74 et 103 000 $. Après 25 ans, donc un coup que mon chum va avoir 62 ans et qui va avoir investi environ 139 000 $ dans sa prime d'assurance, la stratégie garantie, donc ce qui est sûr d'avoir à la fin, 106 000 $ de cash value, à la fin je veux dire après 25 ans à 62 ans, donc 106 000 $ de cash value et 1 million encore de prime à la mort. Si c'est le dividende actuel, il va se retrouver avec 520 000 $ qu'il peut emprunter, donc dans son cash value. Ben, en fait, il peut emprunter 85% de ce 520 000 $-là. Et il y a 1,1 million de prime à la mort. Dividende moins 1%, c'est 450 000 $ de cash value et 1 million de prime à la mort. Et le dividende moins 2%, il y a 390 000 $ de cash value et 800 000 $ de prime à la mort. S'il avait été sur le marché boursier 100% actions, il y aurait eu 485 000 $, 50-50 actions obligations, il y aurait eu 330 000 $ et un rendement de 2% dans des trucs sécuritaires, il y aurait eu 229 000 $. Donc après 25 ans, pour moi, ça semble être encore plus avantageux d'aller avec le Bank on Yourself avec un 800 000, 1 million de prime à la mort, plus un cash value entre 400 et 500 000 $ sur lequel tu peux emprunter pour des projets divers. Alors que sur le marché boursier, on se retrouve avec des rendements de 229 à 485 000 $. Donc, sachant, c'est un actif net là, presque 2 fois plus grand avec la stratégie Bank on Yourself à l'âge de 62 ans, alors qu'on peut quand même emprunter sur la prime à la mort pour payer sa retraite. Donc, c'est quand même des revenus de retraite qui peuvent provenir de ce montant-là. Donc, en gros, après 25 ans, on a un actif net 2 fois plus gros avec la stratégie Bank on Yourself. Par contre, faut considérer aussi qu'on n'a pas calculé jusqu'à 100 ans, là, comme c'était prévu dans la prime. Donc, c'est sûr que si tu calcules jusqu'à 85 ans, peut-être que c'est plus avantageux le marché boursier, mais on comprend qu'à partir de 65-70 ans, il va commencer à retirer l'argent du CELI et du REER. Donc, cet argent-là ne travaillera plus pour lui, alors que dans la stratégie Bank on Yourself, même s'il fait des retraits,
ben cette stratégie-là, en fait, le montant d'argent retiré continue quand même à faire fructifier l'actif net dans la prime. Je considère pas non plus dans mon calcul les avantages fiscaux potentiels, plus le fait que l'argent continue de travailler, comme je viens de dire, jusqu'à 100 ans. Donc, exemple, si tu prends 50 000 $ de 1 million à 62 ans, oui, tu vas payer 6,5% sur 50 000, mais tu fais, mettons, 4 ou 5% de dividendes sur 1 million, alors qu'avec le CELI, si tu enlèves 50 000 $ de 1 million, ben, il te reste juste 950 000 $ qui travaillent pour toi. J'ai pas entré ça dans mes calculs parce que je suis déjà brûlé, mais considérez-le si vous faites vos calculs à vous. J'ai donc posé la question pour terminer à mon chum. Je comprenais pas pourquoi une prime peut aller jusqu'à 100 ans, puis il me l'a expliqué. Il m'a dit que rendu à un certain moment donné, les dividendes reçus à la retraite, mettons, vont permettre de payer la prime de base, donc sa prime annuelle à lui de 5-6 000 $, parce qu'ils vont être rendus super élevés. Par contre, il dit que ça va diminuer la valeur du cash value. Donc, rendu à la retraite, au lieu que le dividende nourrisse le cash value, il va permettre plutôt de payer les primes. Donc, à partir de la retraite, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus besoin de payer les primes, mais son cash value va commencer à diminuer. Par contre, s'il veut retirer des revenus de retraite, il va falloir qu'il les prenne sur sa prime de mort. Et là, vu que les dividendes servent déjà à payer la prime mensuelle, ben là, il va falloir qu'il paye le 5, 6, 7% d'intérêt sur l'argent qu'il emprunte dans sa prime de mort. Donc ça peut faire baisser le montant quand même de façon assez rapide selon les montants qu'il décide de retirer. En conclusion, je suis vraiment surpris en fait des rendements équivalents. Donc lorsqu'on compare la stratégie Bank on Yourself et le marché boursier, je pensais vraiment qu'on allait défoncer la stratégie Bank on Yourself avec les rendements du marché boursier. J'ai déjà pris position au point 4, donc vous connaissez un peu ma conclusion. Là, ça semble être plus intéressant qu'anticiper cette stratégie-là. Assurez-vous par contre d'avoir un conseiller certifié pour pas tout gâcher vos investissements dans cette stratégie-là. J'aime pas ce qui semble trop beau pour être vrai honnêtement et le ton du livre me laisse vraiment perplexe. Je conseille donc rien ici en conclusion. Je vous dis pas que c'est une bonne stratégie. Faites vos propres recherches. Moi, c'est clairement pas un projet à court terme, mais comme j'ai dit tantôt, ça m'a fait réfléchir pour mes filles ou pour mes petits-enfants potentiels dans le futur. Ça me ramenait également à une question qui m'a été posée par Jason il y a plusieurs mois. Je lui avais répondu, il m'avait demandé qu'est-ce que tu penses des assurances-vie permanentes avec rendement, puis j'y avais dit c'est trop beau pour être vrai. J'avais dit que ce type de produit-là me surprendrait si ça existait, même si je connaissais pas ça, parce que eux, les compagnies d'assurance, doivent faire leur argent quelque part. Mais bon, Jason, je dois nuancer aujourd'hui ma réponse en voyant ces chiffres-là, mais quand même prudence de choisir le bon conseiller et le bon type de plan, parce que l'auteur elle-même dit qu'un mauvais conseiller, un mauvais plan ou une mauvaise compagnie peut gâcher tous ces beaux chiffres-là qu'on a vus dans les tableaux. Que moi j'ai vus dans les tableaux et que je vous ai parlé. Donc je suis pas responsable de vos décisions et personnellement, j'aimerais pas être menotté à un tel produit. J'aime le contrôle que j'ai avec mon compte de courtage. Donc en effet, je trouve que c'est de miser sur une compagnie avec tout son argent et son assurance vie, alors qu'avec XEQT, ben t'es dans des milliers de compagnies. Donc pour moi, c'est le plus gros risque avec ces stratégies-là de tout miser, tout ton argent et toute ton assurance vie sur une seule compagnie. J'étais tellement surpris par la stratégie que j'ai posé la question. En fait, j'en ai discuté avec un collègue podcasteur anglophone, puis il me dit, sans rentrer dans les détails, il dit que tu devrais acheter un produit d'assurance pour ce à quoi ça sert, soit s'assurer uniquement et non investir. Il dit que tout ce qui va au-delà de l'assurance, ça devient souvent juste un meilleur deal pour l'agent qui va te le vendre ou pour la compagnie qui te le vend. Donc, je vous invite à vous faire votre tête là-dessus, à m'écrire si certains veulent nuancer ma synthèse. Je partagerai vos nuances sur la page Facebook du podcast pour bien informer tous les auditeurs. Sinon, ben, bonne réflexion. Qu'est-ce que je retiens en gros les key points de ce livre-là? Ben, c'est un livre qui m'a shaké en me présentant une alternative à l'investissement sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Honnêtement, je vais attendre que mon chum le vive pendant 5-10 ans et je verrai ensuite pour mes filles ou pour mes petits-enfants. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Tim Ferriss qui a été écrit en 2007 qui s'intitule The 4-Hour Work Week, donc la semaine de travail de 4 heures. Comment faire en sorte de travailler seulement 4 heures par semaine tout en étant libre. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les 4 dernières compagnies sur ma liste de titres potentiels, soit Steel Dynamics STLD, Monolithic Power Systems MPWR, Quidel Ortho Corporation QDEL et Alphabet GOOG.
l'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de 3 façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour $3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.